Oui, je vais évoquer également quelques ouvrages qui ont retenu notre attention. Alors évidemment, puisque j'ai le plaisir d'avoir en face de moi dans ce studio notre ami Pierre Hilard, j'ai sous les yeux, paru aux éditions Nouvelle Terre, ce volumineux ouvrage qui s'intitule Archives du mondialisme et qui vient de paraître, que vous pouvez procurer au prix de 34,90 €, édition Nouvelle Terre. C'est un ouvrage qui compte 770 pages, donc il a son poids. Comme autre ouvrage, et Pierre Hilard sera d'ailleurs à mon stand de la fête de Radio Courtoisie. Et puis, en effet. Alors, mes chers amis, je vais me tourner maintenant vers Pierre Hilard. Pierre Hilard, nous vous connaissons bien, tant au Cercle Renaissance qu'à Radio Courtoisie. Et vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages et vous venez de publier, mais c'est un complément, je crois, de votre atlas précédent. Vous avez publié Archives du mondialisme. Vous avez toujours eu le souci de préserver et d'indiquer vos sources. Oui. Et donc, je vous donne alors, pourquoi bon, je pense que c'est pour souligner la véracité de vos recherches et la validité de vos recherches. J'aimerais que vous nous développiez toute cette action que vous menez contre le mondialisme et qu'évoquera également tout à l'heure, lorsqu'il arrivera dans ce studio, notre ami Bruno Gollnisch. Alors, mon livre, Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, est d'une certaine manière le tome 2 d'Atlas du mondialisme. Je présenterai très vite ce livre. Il fait environ 780 pages. Mais je demande aux auditeurs de Radio Courtoisie de ne pas sursauter à ce chiffre 780 pages. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez environ 240 pages de rédaction de ma part, avec une introduction, 4 chapitres, qui traitent de l'Ancien Testament, qui traitent de la monarchie française en lien avec la maison de David et l'évêque Saint-Rémy, avec les répercussions politiques, la Révolution française, etc. Troisième chapitre consacré à la Révolution française et un sujet clé qui est l'intégration du monde juif dans la Révolution française en lien ensuite avec Napoléon Ier qui avait convoqué en 1806-1807 le Grand Sanhédrin. Et ensuite dans une quatrième partie, je traite du sionisme politique, son essence, son idéologie et j'ai apporté des informations de première main avec ensuite une conclusion. Et ensuite vous avez environ 540 pages de pièces d'archives, en fait à peu près 40 pièces d'archives subdivisées en 29 chapitres. Alors, il y a un chapitre qui peut avoir une pièce d'archive, il y en a un autre, 2, 3 ou 4. Et ces pièces d'archives sont en français, anglais, allemand, italien et hébreu. Et là, vraiment, je demande aux auditeurs Radio Courtoisie d'être attentifs. Toutes les pièces d'archives en langue étrangère sont intégralement traduite en français, traduite par des professionnels. Ce qui fait que cela explique l'épaisseur du livre. Vous avez par exemple... Vous avez mis à la fois la version originale... Voilà. En fait, j'ai voulu sauver l'original du document, qu'il soit français, anglais, allemand ou hébreu, et traduire ensuite par des professionnels intégralement français. Ce qui fait que, par exemple, vous avez une centaine de pièces d'archives en langue allemande, et ces 100 et quelques pièces d'archives en langue allemande sont intégralement traduites en français. Donc déjà, ça fait plus de 200 pages. Donc, très rapidement, ça augmente. Et ces pièces d'archives, dans peu importe les langues, sont vraiment des pièces d'archives uniques, rarissimes, voire même exceptionnelles. En particulier, alors, d'un point de vue général, il y a des pièces d'archives qui traitent de la maçonnerie au sein de l'Église. Vous avez, vraiment, quand je dis la maçonnerie, avec la liste des matricules, des prélats francs-maçons et certains évêques qui sont devenus cardinaux grâce à Jean-Paul II. J'ai les références exactes. Vous avez aussi des pièces d'archives pour la protection des minorités et le rôle des Allemands, des élites politiques allemandes. Et j'ai vraiment publié les pièces d'archives en allemand, les originaux traduits en français. Vous avez des documents de pièces d'archives sur le sionisme allemand en lien avec le sionisme mondial à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, d'une modernité pour comprendre la situation actuelle. C'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que les phénomènes anciens conditionnent la politique mondiale d'aujourd'hui. Et vous avez en particulier un document, on en parlera peut-être un peu mieux tout à l'heure, mais je l'évoque, un document exceptionnel où j'évoque en particulier la doctrine du franquisme. C'est Jacob Frank qui s'est présenté au XVIIIe siècle, je rappelle, 1726-1791. Il s'est présenté comme le Messie, comme le successeur de nombreux messies, Sabbatai Tzvi, il y avait aussi Baruch Rousseau, etc. Et c'est un document exceptionnel, en effet. Vous avez... Quand on parle de la doctrine du franquisme, il faut la connaître. Quand on parle du christianisme, on parle de la Bible, de l'islam, du Coran, de Mein Kampf, c'est le nazisme. Eh bien, pour la première fois, j'ai trouvé
une pièce d'archive, les travaux d'une équipe d'universitaires juifs américains, et ils ont retrouvé, je dis bien les originaux de la doctrine franquiste, écrits de la main de Jacob Frank et de ses 3 disciples. Et ce sont les originaux photographiés, écrits de la main de 1767, 1768 et 1800, qui sont dans le livre, qui sont entièrement traduits et présentés et expliqués en anglais par cette équipe d'universitaires juifs américains. Et ensuite, tout ça, c'est intégralement traduit en français. Et pourquoi ce document est exceptionnel? Parce que pour la première fois, on a l'explication à partir de la main même de Jacob Frank. On a la preuve de l'intrusion franquiste au sein de l'Église, ce qui va donner Vatican II. Dans le domaine spirituel... Vous pouvez nous présenter davantage Jacob Frank, parce que j'avoue, je suis totalement ignare dans ce domaine. Très rapidement. Quand je dis, mais il faut reconnaître qu'actuellement, avec tous les bruits qui courent, notamment sur l'institution de l'Église, au plus haut niveau, et c'est très très préoccupant, il faut reconnaître qu'il y a actuellement des forces occultes, exactement, ou tout au moins il y a des dénonciations qui bouleversent les fidèles, il faut dire ce qui est, avec toutes ces affaires de pédophilie, enfin, non seulement de pédophilie, mais également de relations homosexuelles. Oui. D'ailleurs, je réitère ici ma grande admiration pour ce grand pape que fut Benoît XVI, qui a voulu mettre de l'ordre, et c'est sans doute dans ce contexte-là qu'il a été amené à baisser les bras à raison de sa fatigue. Mais aujourd'hui, nous sommes très très enfin, les fidèles catholiques sont extrêmement, chamboulés, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet. Et en fait, l'objectif de ce livre, c'est de montrer les origines de ce chamboulement. Alors, je vais citer donc Jacob Frank, je vais évoquer en quelques mots l'intrusion du franquisme dans l'Église, et c'est ça qui a donné Vatican II, mais c'est ça aussi qui permet de comprendre la politique des néoconservateurs américains. Donc il y a le spirituel et le temporel. Alors Jacob Frank, pour faire vite, c'est un juif d'Europe centrale qui s'est converti d'abord à l'islam, puis ensuite il s'est converti faussement au catholicisme. Et en fait, il a rallié autour de lui des disciples pour, donc suite à cette fausse conversion au catholicisme, pervertir l'Église, les préceptes de l'Église. Et c'est très intéressant parce que les personnes qui ont plusieurs centaines de juifs faussement convertis au catholicisme, adeptes de Jacob Frank, ont été très souvent anoblis. Et Jacob Frank a eu comme parrain, il faut le savoir, le roi de Pologne, Auguste III de Pologne, le grand-père maternel de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. La fille d'Auguste III de Pologne, c'était... Jacob Frank avait un titre dans cette église catholique, enfin dans cette pseudo-conversion au catholicisme. Il a présenté, alors c'est intéressant, c'était au sud de la Pologne, dans la région de Cracovie, il s'est présenté donc, il a eu le soutien du clergé de l'époque. Il y a eu quand même quelques éléments du clergé polonais qui se dit attention, le bonhomme il est bizarre, mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Il a été à un moment donné emprisonné à la prison de Czestochowa avec l'occupation russe, vous savez, de la Pologne, le démembrement. Il a été libéré, il s'est réfugié dans l'Autriche des Habsbourg et il a été ami, lui et sa fille Eva, avec l'empereur d'Autriche, Joseph II, qui était des Lumières. Et Joseph II a eu comme maîtresse la fille de Jacob Frank, Eva. Donc vous pensez bien, il y a bien des choses qui se passent et des facilités en tout genre, matérielles, financières et religieuses. Donc on a eu une intrusion du monde franquiste au sein des îles polonaises, mais aussi autrichienne, germanique, en lien avec les Rothschild. Et c'est ça que j'explique avec les preuves. Et vous allez voir, en fait, les ramifications avec la Révolution française. Jacob Frank a eu un petit cousin qui s'appelait Junius Frey, qui a créé les Frères Asiatiques, qui est une organisation maçonnique juive et en lien avec le christianisme pour créer un catholicisme abattardi. C'est ça d'ailleurs qui va annoncer Vatican II, mais ce sont des préparations à très long terme. Et pour vous montrer l'importance des liens, c'est que les membres des Frères Asiatiques, avant la Révolution française, vous aviez en particulier le duc de Brunswick. Et le successeur du Junius Frey, petit cousin de Jacques Frank, à la tête des Frères Asiatiques, c'est un prince, le prince de Hesse-Kassel. Le duc de Brunswick et le Charles de Hesse-Kassel ont même fait le discours d'ouverture et le discours de clôture du fameux congrès de Wilhelmsbad de 1782 qui prépare la Révolution française.
Or, tous ces gens-là étaient liés à Jacob Frank, aux franquistes, et il faut savoir, et vous allez voir les ramifications et les preuves que j'ai apportées, il y a plus de 500 notes de bas de page, tout sourcé, c'est que le duc de Brunswick, membre des Frères asiatiques, participant au congrès de Wiesbaden, avait un bras droit, un officier de l'armée française qui s'appelait Jacques Mauvillon. Et donc Jacques Mauvillon était parfaitement au courant des activités de son maître au sein des Frères asiatiques, en lien avec Jacob Frank, en lien avec le congrès de Wiesbaden, etc. Et Jacques Mauvillon, officier de l'armée française, va devenir ensuite le bras droit de Mirabeau. Donc Mirabeau était lui-même, d'abord parfaitement donc au contact avec ces milieux-là, mais d'autant plus qu'il a écrit un livre quelques années avant la Révolution française où il explique l'importance de l'élément juif. C'est très intéressant. Il a une connaissance du monde judaïque d'une manière extrême. Il vous cite même des noms de faux messies juifs perses au XIIIe siècle qui s'appelait Alroi, pour vous dire le CV. Et ce que j'ai voulu expliquer, c'est que cette doctrine franquiste, où là, pour la première fois, je dis bien aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour la première fois, on a les originaux, traduit en anglais, expliqué par ces universitaires juifs américains et ensuite intégralement traduit en français. On a l'original qui permet de comprendre l'infiltration au sein de l'Église. Ça va donner Vatican II. Et en particulier, j'apporte d'autres informations, une information extraordinaire qui, je connais ces histoires, mais il fallait avoir les preuves. C'est que pour expliquer Vatican II, vous avez un homme qui a joué un rôle capital, qui est mort en 1913, c'était le cardinal Rampolla. Le cardinal Rampolla était le bras droit du pape Léon XIII. Et en 1903, à la mort du pape Léon XIII, le cardinal Rampolla a failli devenir pape. Et c'est sur intervention de l'Autriche-Hongrie, de l'empereur François-Joseph, que le tour de vote qui devait aboutir à son élection qui était assurée a été bloqué. Et on doit se poser la question, pourquoi l'empereur d'Autriche-Hongrie est intervenu. Alors, il est intervenu, en utilisant ce qu'on appelait un droit d'exclusif qui remontait au XVIIe siècle. François Joseph, on est en 1903. Et on peut vous répondre, oui, mais c'est une invention, théorie du complot, qui vous prouve que vraiment l'Autriche-Hongrie a joué un rôle dans cette histoire. Eh bien, la preuve, je l'ai. Vous avez Theodor Herzl, et j'évoque dans mon livre, j'ai un chapitre consacré au sionisme, sa pensée politique, idéologique et son impact politique en particulier dans la Première Guerre mondiale et dans le traité de Versailles. Et croyez-moi, l'information que j'apporte sur le traité de Versailles en lien avec les sionistes, c'est explosif. Oui, c'est un sujet d'ailleurs dans lequel abondait également notre ami François-Georges Dreyfus, exact. Très très grand spécialiste de la question et qui fut non seulement un des administrateurs du Cercle Renaissance, mais également un patron d'émission à Radio Courtoisie et dont j'ai une grande admiration pour les travaux qu'il a réalisés. Mais vous évoquez là une dimension spécifiquement. Est-ce que cet ouvrage concerne exclusivement cette internationale juive ? Non, je rassure, bien... c'est un chapitre. Mais j'évoque très rapidement ce petit point. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je dédicace à la librairie française le samedi 25 mai prochain. Donc, librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, c'est au niveau du métro Duplex, de 14h à 18h. Donc, dédicace les librairies françaises 25 mai. Et pourquoi c'est très important ? Et vous allez comprendre ensuite les liens avec la construction européenne, la gouvernance mondiale. C'est que j'ai les carnets complets de Theodor Herzl, les originaux, 5 volumes, 2000 pages. Et souvent, il balance des informations. Volume 5, page 1836, Theodor Herzl raconte que effectivement, le cardinal Rampolla allait être élu pape, mais la chose a été bloquée sur intervention de l'Autriche. Et pourquoi je parle du cardinal Rampolla, dont le buste est dans la salle des papes au Vatican. Normalement, il devrait avoir... Et d'ailleurs, j'ai des photos du buste. Parce que c'est son bras droit, la Chiesa, qui allait devenir ensuite Benoît XV, à la mort du pape Saint-Pédis en 1914, qui connaissait les dessous de l'histoire et qui a estimé que cardinal Rampolla devait faire partie de cette salle où se trouvent les papes. Mais pourquoi c'est extrêmement moderne dans le mondialisme d'aujourd'hui et de la construction européenne ? J'ai obtenu un document, une pièce d'archive unique. Je tiens à dire aux auditeurs qui s'accrochent. Je mets de côté 30 secondes le cardinal Rampolla pour expliquer le rôle d'un personnage dans la construction européenne. Quand on parle de la construction européenne, on parle toujours de Monet, de Paul-Henri Spaak, de Richard Konen-of-Kalergi. Enfin, il y a plein de personnages. On parle de Monet et d'écu aussi. Voilà, et ça avance. De Schumann.
etc. Mais notre ami Philippe de Villiers, d'ailleurs, vient d'écrire un livre tout à fait intéressant. Mais oui, j'ai lu son livre. Mais le problème, dans le livre de Philippe de Villiers, où ses propos sont justes, les preuves sont là, il n'évoque pas la source première. Le véritable... Vous êtes, mon cher ami, vous avez fait une enquête d'investigation. Nous allons recevoir tout à l'heure Bruno Gollnisch, qui va nous dire comment il a vécu le mondialisme au quotidien dans une assemblée européenne depuis 30 ans. Donc vous avez fait un travail de recherche, et vous vous en félicitez, c'est une investigation que vous avez effectuée. Et donc l'information, ça va plaire à Bruno Gollnisch, c'est que la construction européenne, le véritable auteur, c'est pas Monnet ou Schuman, c'est Joseph Ratzinger, 1888-1960. C'est lui qui a créé tous les éléments conduisant à la construction européenne. Rapidement, 1946, la Ligue européenne de coopération économique, pour poser les jalons en vue de la future CE, dont la section française a été dirigée par un certain Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valéry. C'est lui qui, en 1948, a lancé le Congrès de La Haye, qui véritablement lance, en mai 1948, la construction européenne, présidée par Churchill, mais c'est Ratzinger qui est le secrétaire. C'est lui qui va fédérer tous les mouvements fédéralistes, dirigés par Duncan Sandys, un Anglais, mais qui était le gendre de Winston Churchill. Et c'est toujours le même Ratzinger qui est à l'origine de la création du Bilderberg, dont il est le secrétaire. Et enfin, c'est le même Joseph Ratzinger qui va favoriser la création du Comité américain pour une Europe unifiée en 1948 pour favoriser le partenariat transatlantique. Et il en est le secrétaire, mais celui qui dirige tout ça, c'est William Donovan, qui était le patron des services secrets américains durant la Seconde Guerre mondiale, l'OSS. Et pourquoi il faut parler de Ratzinger et du cardinal Rampolla? Et là, j'annonce cette pièce d'archive extraordinaire. J'ai mis la source, ça va de soi. C'est que j'ai obtenu un document écrit de la main de Joseph Ratzinger qui part de sa jeunesse. Et il raconte qu'à l'âge de 18 ans, en 1906, il parle de son tuteur, le comte Zamiewski, et donc Ratzinger est citoyen polonais. Enfin, à l'époque, la Pologne n'existait pas, mais alors, donc citoyen polonais. Et il dit que en 1906, à l'âge de 18 ans, sa foi catholique le porte à intégrer l'Académie des nobles ecclésiastiques. Cet institut qui s'appelle maintenant l'Académie pontificale ecclésiastique, c'est cet institut qui forme le personnel diplomatique du Vatican. Donc vous imaginez... Premier personnel diplomatique au monde. Voilà. Et Paul VI, par exemple, a fait ses classes, si je puis dire, dans cet institut. Donc, vous avez vu le CV de Ratzinger, le CV malfaisant au service du mondialisme européen, et Bruno Gollnisch en parlera en particulier, mais... Imaginez s'il avait intégré cette Académie des nobles ecclésiastiques, les dégâts qu'il a commis dans le domaine spirituel. Et il ajoute qu'une semaine avant de partir à Rome pour intégrer cet institut, il a estimé que sa foi serait mieux dans le domaine laïque, donc il a fait demi-tour. Mais surtout, il apporte cette information inouïe. Et n'oubliez jamais, et là je demande aux éditeurs de Radio Courtoisie de retenir ceci, le mondialisme, c'est la branche spirituelle et la branche temporelle comme une mâchoire. L'une soutient l'autre, c'est le principe des mandibules. Et il précise dans ce document que la place à l'Académie des nobles ecclésiastiques, je le cite, lui avait été réservée grâce à la bienveillance du cardinal Rampolla. Donc c'est très intéressant de voir que c'est ce couple malfaisant, Rampolla pour l'affaire spirituelle et Ratzinger pour l'aspect temporel, se connaissaient et on a la plateforme spirituelle et temporelle vous m'apportez de la situation une information actuelle. qui me fait plaisir. Ça nous confirme que François Joseph était quelqu'un d'extrêmement bien informé. Exactement. Informé par Monseigneur Join et un cardinal polonais. Et dont le fils est actuellement en cours de béatification, il faut le rappeler. Ah bah oui. Pas le fils, le neveu. Le neveu, pardon, excusez-moi. Charles. Oui, Charles. Un grand monsieur. Oui, Charles. Et d'ailleurs, son épouse Zita également. Ouais. Voilà. Même Maccabi. Absolument, même Maccabi, ce sont des grands chrétiens et il faut je pense que votre rêve aurait été d'avoir un accès libre aux archives du Vatican. Vous croyez? Je rajoute que la destruction de l'Autriche-Hongrie, avec le traité de Versailles, Clémenceau, est une punition de l'intervention autrichienne contre l'élection de Rampolla, c'était retour à l'envoyeur. Et donc il faut vraiment comprendre ça, parce que c'est ça que j'ai expliqué. Alors, que ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence des mots de mots anciens. Alors il est certain que je regrette l'absence aujourd'hui, pour des raisons de décès de notre ami Pertugio, parce qu'effectivement il est un orfèvre en la matière, et puis, mais nous le réinviterons, le prince Six de Beaubon-Parme, évidemment, avec lequel nous avons fait plusieurs émissions sur ce sujet précis. Mais je tiens quand même à souligner une chose à l'occasion du
cette grave affaire de Vincent Lambert aujourd'hui, je tiens à souligner une chose, c'est que le fondement même de la société occidentale, c'était le respect de la personne humaine. Et aujourd'hui, les institutions européennes ont avalisé la mise à mort. Voilà. Et donc c'est un reniement. Et alors ça, c'est le mondialisme aujourd'hui, les effets du mondialisme aujourd'hui. Certains diraient d'ailleurs de la protestantisation, mais dans un sens, par opposition au catholicisme. Bon, tout cela est un peu compliqué parce que les voies protestantes sont complexes. Voici que nous rejoint notre ami Bruno Gollnisch. Mais voilà, et il faut également souligner que depuis Vatican II, on a supprimé la notion de peuple déicide en ce qui concerne le peuple juif. Ce qui conforte vos... Et j'en profite pour vous dire que la destruction de la famille, qui est notre époque, correspond tout à fait aux travaux d'une personne tout à fait intéressante qui s'appelle Sylvain Durin et qui sort un livre prochainement, Ce sang qui nous lie, avec comme sous-titre Vers le matriarcat aux éditions du Verbe Haut, donc je fais la préface, livre qui sera présenté lors de la fête du livre de Radio Courtoisie le 16 juin. Donc Sylvain Durin, Ce sang qui nous lie, aux éditions du Verbe Haut, livre que je préface et que j'invite grandement à lire, un livre de grande qualité qui explique la destruction de la famille vers le matriarcat aux dépens du père de famille véritable. Alors, Pierre Hilard, un grand merci pour cette présentation. Je voudrais donc souligner que c'est un ouvrage d'investigation dans le temps, avec archives à l'appui, archives originelles en langue vernaculaire et traduction en français. Ça, c'est un travail d'investigation. Oui. Nous allons arriver dans les temps présents avec notre ami Bruno Gollnisch, enfin dans les temps récents et présents, puisqu'il a supporté difficilement pendant 30 ans les propos du mondialisme au sein d'une assemblée qui s'appelle le Parlement européen. Du mondialisme, du féminisme dans son expression la plus exécrable, de la théorie du genre, de la promotion du LGBT, enfin beaucoup. Alors je voudrais dire à mes amis auditeurs que j'ai beaucoup d'estime et même d'affection pour Bruno Gollnisch, que c'est un ami qui très ancien, puisque son adhésion au Cercle Renaissance est plus ancienne que la création même du Front National. Ça remonte à 72, donc ça fait 47 ans, mon cher ami Bruno, que je vous vois à la radio, mais que je tutoie dans le privé, bien évidemment, avec lequel également j'ai partagé les bancs de l'Assemblée nationale entre 86 et 88, et même d'ailleurs nous étions ensemble à la Commission des Affaires étrangères, mon cher Bruno. Tout à fait. C'était une expérience intéressante. Voilà. Il y avait là, nous étions des bisous, mais il y avait là quelques éléphants, Raymond Barre, Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Marie Le Pen, Roland Dumas. Chevènement, oui. Alors aujourd'hui est une journée un peu particulière, mais qui nous ramène au mondialisme aussi, c'est la mise à mort programmée de Vincent Lambert. Tout à l'heure, nous lui avons dédié la prière de Brigante chantée par le chœur Montjoie-Saint-Denis, implorant la mère implorant la Vierge de sauver son dernier enfant, son petit Jean. C'est tout à fait affreux, c'est poignant, c'est indigne, d'autant plus que, à la limite, les parents réclament qu'on leur laisse leur enfant. Si l'hôpital ne veut plus s'en charger, ils s'en chargeront eux-mêmes. Donc c'est pas s'agit uniquement de soins simplement. Donc c'est une volonté délibérée de tuer, et c'est un précédent. Je m'adresse à l'avocat, oui. Parce que notre ami Bruno, dont les casquettes sont multiples, non pas les casquettes politiques, mais les casquettes exercé cette profession professionnelle, est également avocat. Ça crée une jurisprudence si ça se... Oui, bien sûr, c'est en cela que c'est grave. Parce qu'il y a 1500 ou 1700 personnes en attente. Le cas, donc je veux bien comprendre qu'il soit extrêmement douloureux. Aussi bien d'ailleurs pour son épouse que pour ses parents que pour ses frères et sœurs, bien évidemment. De Vincent Lambert, mais ça crée un précédent. C'est l'euthanasie médicale. En France, et c'est validé par le Conseil d'État, par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pour ça, c'est ce que je voulais vous faire dire, mon cher Bruno. Donc c'est une voie du mondialisme. Oui, en tout cas, c'est une nouvelle régression de notre société après la mise à mort des enfants à naître. C'est l'élimination des inutiles. Dans l'attente de l'euthanasie programmée des vieillards. Oui. Oui, absolument. Alors, pouvez-vous me donner, un auditeur qui dit, pouvez-vous me donner les références du livre présenté actuellement sur l'émission? Le livre, oui, je vais le répéter, de Pierre Hilard, s'intitule « Archives au pluriel du mondialisme », avec comme sous-titre « De la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament ».
Pierre Hillard, H-I-2-L-A-R-D, édition Nouvelle Terre. Et je fais une dédicace, donc samedi 25 mai, à la Librairie Française, de 14h à 18h. Donc Librairie Française, 25 mai, 14h-18h, c'est rue Bartholdi, au niveau du métro Duplex. Et vous serez à la journée du livre du 16 juin, pardon, stand de Michel de Rostolan j'ai cédé à son invitation. Alors je précise que les éditions Nouvelle Terre, je donne l'adresse même, se trouve dans le Finistère, 29 590 Lopérec, L-O-P-E-R-E-C. Et ils ont un site internet, il suffit de taper édition Nouvelle Terre et on tombe directement sur le site, évidemment. Tout à fait. Alors mon cher Bruno, 30 ans de Parlement européen, ça fait un bail. Oui, sans doute. Des collègues d'autres formations politiques, mais avec lesquels j'entretiens malgré tout des relations courtoises, ce qui n'exclut pas la divergence des opinions. À la fois un Britannique et un Espagnol sans s'être concertés, me demandant si j'allais solliciter le renouvellement de mon mandat, et comme je leur disais que ça ne serait pas le cas, et m'ont demandé depuis combien de temps j'étais au Parlement. Ils me connaissent, mais ils ne savent pas tous quand je suis arrivé, parce qu'ils sont arrivés après moi. Et quand je leur ai dit 30 ans, ils ont eu cette réaction, l'un comme l'autre, sans s'être concertés. Vous avez dit 30 ans, c'est la sanction maximale encourue pénalement pour les crimes les plus graves dans notre pays, nos pays respectifs. Bon. Mais je n'ai pas eu que de mauvaises expériences. J'ai eu à certains moments une expérience exaltante, celle de pouvoir nouer des relations avec des parlementaires d'autres formations et par conséquent de contribuer à cette fameuse dédiabolisation. Puisque aujourd'hui nous sommes les alliés des Autrichiens, des Italiens, des Flamands et d'autres, mais dans ce domaine-là, il faut vous dire, Jean-Marie Le Pen a été un peu un précurseur avec sa célèbre maxime paraphrasant Marx et Engels, mais dans le bon sens, patriotes de tous les pays, unissez-vous. Absolument. Et c'est vrai que je m'honore d'avoir été quand même l'artisan justement de ces relations entre nationaux qui montrent que nous ne sommes pas hostiles aux relations internationales et que nous avons des intérêts communs avec tous ceux en Europe et même hors d'Europe qui défendent leur propre identité. Vous avez même présidé d'ailleurs le groupe... Oui, à un moment, un groupe qui s'appelait Identité, Tradition, Souveraineté, qui a été un groupe constitué dans des conditions acrobatiques, parce que nous étions au seuil minimal, qui était d'ailleurs sans cesse rehaussé par la majorité de ce Parlement, lequel se dit très démocrate, très respectueux des droits des uns des autres, mais ne cesse de persécuter sa minorité, de façon absolument incroyable, beaucoup plus que ne le ferait le Parlement français, par exemple. Alors justement, le titre de cette émission, c'est 30 ans de Parlement européen face à l'idéologie mondialiste. J'aimerais que vous évoquiez simplement dans ces grands titres ces manifestations où vous avez ressenti cette volonté mondialiste. Internationaliste. Je la ressentais presque quotidiennement, mais je me souviens après un débat qui nous avait particulièrement choqués, même si avec l'âge nos indignations ont tendance à s'émousser, au sortir de ce débat avec Jean-Marie Le Pen, il m'a fait cette réflexion. Il m'a dit, si encore il voulait détruire nos identités nationales pour construire, ou négliger nos identités nationales pour construire une identité européenne, nous serions contre. Mais cela aurait sa cohérence. Or, ça n'est pas le cas non plus. C'est vrai. C'est ce qui est terrifiant dans ce Parlement européen, y compris les groupes... C'est le cachex du mondialisme. C'est que tout ce qui constitue véritablement l'essence de la civilisation européenne leur est étranger, voire hostile. C'est quand même tout à fait étonnant. Jusqu'aux sanctions appliquées sur un certain nombre de pays qui refusaient l'avortement, rappelez-vous, la Belgique, l'Irlande, bien sûr. On les a fait revoter à plusieurs reprises. Il a été l'affaire également du référendum en France, blackboulé ensuite par voie parlementaire, ce qui est absolument choquant. Le contraire aurait peut-être pu être admissible, mais une voie parlementaire
parlementaire qui suit un référendum est inimaginable. Tout à fait. Et alors, c'est le paradoxe actuel de cette construction européenne et qui ne ressort pas très bien de la campagne actuelle qui est masquée par des événements secondaires, n'est-ce pas ? Et nous sommes en présence de la création d'un super-État euro-mondialiste, pas européen, euro-mondialiste. C'est la querelle entre la Confédération et la Fédération est dépassée depuis longtemps. C'est pas un État fédéral qui se met en place, c'est un État unitaire, un État qui prétend régenter dans les moindres détails la vie politique, économique, sociale, culturelle, sexuelle de près de 500 millions d'Européens. Et le grand paradoxe de cette construction, c'est qu'on empile à l'intérieur de l'espace européen des règles, des normes, des charges, des contraintes, et dans le même temps, et c'est là le mondialisme, on ouvre cet espace à la concurrence de peuples ou de pays qui n'ont ni les mêmes normes, ni les mêmes charges, ni les mêmes règles, ni les mêmes contraintes. Et évidemment, le résultat est catastrophique. Bien sûr. Je peux ajouter une petite formule pour appuyer les propos de Bruno Gollnisch. Le côté anti-français, mais en fait anti-italien, anti-allemand, anti-espagnol de l'Union européenne, c'est les origines, on les trouve dans la Révolution française, entre autres en faveur de l'immigration. Je vous cite les extraits très courts d'un révolutionnaire, la République du genre humain de Klotz, où il disait, je cite, « L'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam plaider sa cause d'un Persan, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Péruvien, d'un Turc, d'un Cafre, d'un Arménien. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. Je demande la suppression du nom français, à l'instar de ceux de Bourguignon, de Normand, de Gascon. » Ah oui, c'est dans mon bouquin. La prétention universaliste. C'est dans mon bouquin Archives du mondialisme. Pierre Hillard, Bruno Gollnisch, je vais vous demander un petit instant parce que nous allons écouter ce rappel de la prochaine signature, grande signature de Radio Courtoisie, où j'aurai le plaisir d'accueillir de nombreux auteurs, dont notamment Pierre Hillard et le Chœur Montjean-Saint-Denis et bien d'autres. Écoutez cet enregistrement. Dimanche 16 juin, à Paris, fête de la Courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 16 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur Paul de Hevels de l'Institut « Mensonge, mensonge ». À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, intervention de Marion Maréchal, les jeunes, la formation, la lecture. À 17h30, conférence de Jean-Paul Gourevitch, immigration et islamisation. Retenez, dimanche 16 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans. Alors ma chère Ségolène, un petit rappel sur cette émission. Vous écoutez une émission en direct animée par Michel de Rostolan. Le thème en est 30 ans de Parlement européen face à l'idéologie mondialiste. Les invités sont Bruno Gollnisch, professeur de faculté, ancien député du Rhône, député français au Parlement européen depuis 1989. Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, récent auteur de l'Atlas du mondialisme et de Archives du mondialisme. Jean Larmande, administrateur de société, secrétaire général du Cercle Renaissance. Alors, une auditrice. Dans le dramatique destin de Vincent Lambert, on fait toujours mention de sa mère, mais personne ne parle du père, qui souffre également. Un auditeur. Monsieur Larmande a-t-il des liens de parenté avec le professeur Larmande, professeur d'ophtalmologie, successivement à Alger et à Tours? Alors, je vais répondre pour Vincent Lambert, on va laisser répondre Jean Larmande pour son père.
Non, j'ai évoqué la maman de Vincent Lambert parce que c'était une allusion directe à la mère, à la chanson de Brigande, cette mère qui implorait à la Sainte Vierge de sauver son dernier enfant. Mais il est évident que nous y associons toute sa famille, y compris son épouse, qui est certainement à raison de pression extérieure, mais qui souffre également de son côté. Le problème, c'est qu'on ne met pas la mise à mort de quelqu'un qui n'est pas en fin de vie, est un acte juridique, et je parle là en présence de l'ancien avocat ou de l'avocat de réserve, Bruno Gollnisch, également d'ailleurs capitaine de frégate, je crois, par ailleurs, il a de nombreux titres. C'est inimaginable, ça constituerait un précédent gravissime, en tous les cas, qui remet en cause les fondements même de la société occidentale, la civilisation occidentale et chrétienne. C'est-à-dire le respect de la personne humaine, déjà mis à mal par l'avortement, l'avortement dans l'attente de l'euthanasie active pour les vieillards. Quant à la deuxième question, concerne Jean Larmande. Alors oui, je suis le fils aîné du professeur Aimé Larmande, qui a été professeur d'ophtalmo à Alger, puis à Tours. Alors, mon cher Bruno, nous revenons à vous parce que c'est la fin d'un mandat particulièrement long, 30 ans. Vous êtes également un homme de fidélité parce que vous étiez d'ailleurs, vous siégez actuellement, puisque vous êtes encore parlementaire, vous siégez actuellement, je crois, parmi les non-inscrits, c'est-à-dire que vous avez suivi par fidélité Jean-Marie Le Pen lorsqu'il a pris ses distances ou lorsqu'il a été... ce n'est pas qu'il ait pris ses distances, c'est qu'on a pris des distances avec lui, plus exactement. Oui, voilà. Oui, c'est un euphémisme de ma part. Et lorsqu'il y a eu la constitution du groupe Europe des Nations et des Libertés, dont je me suis réjoui, et que Marine Le Pen m'a annoncé que son père n'en serait pas, je lui ai exposé que ça me posait des problèmes moraux. D'abord parce que j'avais toujours été élu avec lui, premièrement, et deuxièmement que je figurais sur sa liste, parce qu'à l'époque, je vous le rappelle, on avait partagé la France en plusieurs morceaux. Et donc j'étais deuxième sur la liste du Sud-Est, compte tenu du travail que j'avais fait à la fois dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en région Rhône-Alpes. Cette circonscription Sud-Est comportant ces deux régions, plus la Corse d'ailleurs. Eh bien, je dois dire que Marine Le Pen m'a dit qu'elle me comprenait tout à fait. Ça ne m'a pas empêché de rester membre du bureau du ex-Front, aujourd'hui Rassemblement National. Et dans la pratique, bien évidemment, comme Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, j'ai entretenu les meilleures relations avec mes collègues du groupe et je votais exactement comme eux. Voilà. Alors récemment, vous avez organisé une magnifique réception pour de nombreux amis, à l'occasion de laquelle vous avez lu également un message particulièrement sympathique de M. Salvini. Oui, il m'a fait beaucoup d'honneur en m'envoyant ce message. Vous savez qu'il est ministre de l'Intérieur et qu'il est fort occupé, mais il m'a envoyé un message... De l'Italie. Extrêmement... de l'Italie, bien sûr, oui. Il m'a envoyé un message extrêmement amical dans lequel il me décrit comme un modèle pour les parlementaires plus jeunes, etc. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il est certain que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et je le dis sans modestie, mais pas parce que je crois que c'est conforme à la réalité, je m'honore d'avoir été l'un de ceux qui le plus peut-être contribué à rapprocher justement nos amis italiens. Vous savez que nous avions des alliés italiens qui, avec Giorgio Almirante, malheureusement son successeur Gianfranco Fini a trahi l'héritage d'Almirante et le mouvement social italien, devenu Alliance Nationale, après un moment de succès, a ensuite terriblement périclité, et est apparu ce mouvement, la Ligue du Nord, qui était à l'origine régionaliste, et dont le leader Bossi était un homme assez peu sympathique, venant des milieux de gauche, et ne voulant avoir aucune relation avec nous. J'ai noué patiemment des relations amicales avec Monsieur Borghezio, un de leurs députés, et d'autres, Speroni, qui a été ministre, etc. Et nous nous sommes rendus compte que finalement nos positions étaient très proches, au moins sur les questions européennes, c'est ce qui compte. D'autre part, ils ont renoncé à toute intention séparatiste et leur
doctrine politique pour le maintien des frontières de l'identité de l'Italie contre l'immigration massive, etc., ont étendu leur audience vers le sud. Et je m'en réjouis parce que je n'avais pas l'intention de détruire l'unité italienne. Et il y a eu la même chose pour d'autres mouvements. Mais je dois dire que ce sera sans déplaisir que je quitterai cette institution. Je ne quitterai pas le combat politique. Je peux le mener dans d'autres instances, peut-être un jour, où je peux le mener différemment par l'écriture, par l'enseignement, par la parole, ne serait-ce que vous m'en donnez. Peut-être même par des responsabilités nouvelles, comme par exemple au sein de la Société française de géopolitique, par exemple. Pourquoi pas. J'ai l'honneur de succéder au ministre Philippe Malot, et c'est très volontiers, mon cher Bruno, que vous savez que je vous céderai la présidence. Si Monsieur Blin est un excellent animateur de cette association, mais je m'y joindrai plus activement très volontiers. Oui, bien sûr. Mais ce sera sans déplaisir que je quitterai le Parlement européen actuel. Parce que la dictature de la bien-pensance, du politiquement correct à l'égard... Et alors, c'est effroyable, mais dans tous les domaines. Là, nous parlions de Vincent Lambert, qui aurait mérité des résolutions du Parlement européen, etc., pour la défense de la vie. Bon, mais j'entendais tout à l'heure Julian Assange ou Edgar Snowden. C'est pas ce Parlement européen vote des messages, des résolutions en faveur de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Et là, nous avons deux personnes qui nous ont instruits sur l'espionnage américain et auquel nous avons refusé l'asile. Snowden n'a trouvé l'asile qu'à Moscou. Et Assange était reclus à l'ambassade de l'Équateur, je crois. Bon, et maintenant, il est en prison. Les Anglais s'apprêtent à le livrer aux Suédois, des histoires d'un procès pour viol absolument mirobolant, grotesque. C'est pas, c'est une femme qui se plaint, qui était entrée dans sa chambre volontairement, s'était dévêtue, qui était entrée dans son lit, qui y a passé la nuit, et qui a dit oui, après coup, réalisant qu'elle n'avait pas été la seule à se partager ses faveurs. Je m'excuse pour les téléspectateurs et les téléspectatrices un peu pudibondes, mais enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle dit oui, mais j'étais d'accord pour le premier rapport sexuel, mais dans la nuit, mais pas forcément pour le second. Voilà sur quoi repose cette accusation. Il faut la présenter cette accusation de viol. À Tariq Ramadan. Oui. Et ça, tout ça pour servir de prétexte pour le renvoyer aux États-Unis, où il pourrira en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je comprends que les États-Unis puissent sanctionner ceux qui ont porté atteinte à leurs intérêts, mais enfin, nous, le nôtre, c'est évidemment de donner asile à ces personnages qui nous ont informés. On n'est pas souverain. Comment ? On n'est pas souverain. On n'est pas souverain, c'est une situation de vassalité incroyable. Ségolène, questions des auditeurs. Alors, un auditeur. Il est beau de se lamenter, mais dites-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour sauver Vincent Lambert. Un auditeur. Rappelez le titre du livre de Pierre Hilard. Archives du mondialisme, avec sous-titre « De la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament », paru aux éditions Nouvelle Terre. Archives du mondialisme. Il y aura une signature d'une part à la librairie française. Le 25 mai, librairie française, 25 mai de 14h à 18h, c'est rue Bartholdi, au niveau du métro Duplex, donc samedi 25 mai. Et d'autre part, à la fête de Radio Courtoisie, le 16 juin, je suis à votre stand. Voilà, et vous signerez non seulement ces archives du mondialisme, mais également votre atlas du mondialisme. Et il y aura aussi le livre de Sylvain Durin qui présentera son nouveau livre aux éditions Verbe du Haut. Et puis la seconde question est relative à Vincent Lambert. Alors, il est beau de se lamenter, mais dites plutôt ce que nous pouvons faire pour sauver Vincent Lambert. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une décision, et nous venons de l'évoquer, une décision unique, enfin, émanant de plusieurs supra-autorités, mais en dépit d'objections de la part de Grand Toubib et également d'un organisme de défense des handicapés qui intervient en disant « suspendez cette décision de mise à mort ». Je voudrais, mes chers amis, tout à l'heure, j'ai choisi de vous passer la prière de Brigande. Je voudrais vous lire une citation de Solzhenitsyn. Vous savez que c'est l'anniversaire, du 100e anniversaire de la naissance de Solzhenitsyn. Et une citation qui va paraître dans notre numéro prochain de Renaissance des âmes et des idées. Nous avons beau nous moquer des miracles, tant que nous sommes en bonne santé, en pleine force et en pleine prospérité.
Le fait, dès que la vie se grippe, dès lors que quelque chose l'écrase et qu'il ne reste plus que le miracle pour nous sauver, eh bien ce miracle unique, exceptionnel, nous y croyons. Voilà. Voilà, si vous voulez, ça c'est la réponse d'Alexandre Solzhenitsyn, l'extrait de l'ouvrage « Le pavillon des cancéreux ». Voilà, c'est la seule réponse que je puisse vous faire. Et alors, il y a des gens qui manifestent devant l'hôpital de Reims. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vrai que quand on a tous les pouvoirs contre soi, c'est extrêmement difficile d'agir. Mais je pense que là-dedans, le premier coupable, c'est le médecin qui prend cette décision, parce que derrière, ça n'est pas la justice qui a décidé de mettre fin à ces jours. Depuis quelques dizaines d'années, on a, et ce sont sans doute les mêmes qui sont pour que Vincent Lambert disparaisse, qui ont supprimé la peine de mort en France. Mais je réitère notre admiration. Je l'ai invité à ce micro de Radio Courtoisie pour mettre Jérôme Triomphe, qui est l'avocat très sympathique et très brillant de Vincent Lambert. Mais vous avez des questions complémentaires, Ségolène? Je dis, là-dedans, toute la justice se réfugie derrière la science médicale du médecin ou des deux médecins. Mais justement, il y a une quantité de médecins qui protestent. Oui. Et eux, ils ne parlent pas. Et donc, ils ne peuvent pas, on ne peut pas les entendre. Le problème, c'est la relation du médecin avec son malade. Une auditrice. Monsieur Gollnisch, en tant qu'avocat, ne peut-il intervenir auprès de l'hôpital de Reims? Non, mais je réponds tout de suite. Oui. Non, parce que je suis en retraite, donc je ne peux plus plaider. Voilà. Il faudrait, premièrement. Et deuxièmement, il est admirablement défendu, entre autres, par Maître Jérôme Triomphe, oui, que je connais et avec lequel je m'en suis entretenu. Sur Intercept, il a été dit ce matin, concernant Vincent Lambert, que le processus a déjà commencé. Oui, c'est ce contre quoi nous sommes en train de protester, justement, en essayant d'apporter notre petite pierre notre petit souffle à l'indignation publique qui devrait monter. Et en plus de ça, là-dedans, il y a non seulement la décision de ne plus le nourrir, mais également la torture, parce que la fois précédente, ça avait duré 30 jours. Donc, on va le torturer. Le médecin est en train de le torturer pendant 30 jours, parce que pendant 30 jours, on va ni le nourrir, ni le faire boire. Et on dit, il ne peut pas, etc., mais il va souffrir. Bien sûr, c'est épouvantable. Je veux dire que ce succède évidemment à cette annonce du fait que le processus a commencé à silence dans ce studio, qui est un silence de mort, bien sûr, qui est tout à fait compréhensible. Mais c'est une interpellation gravissime à l'égard de toutes les autorités, y compris d'ailleurs religieuses. Alors, il est certain que l'Église catholique a fait connaître une position pour la défense de la vie. Dieu merci. Mais on n'a pas toujours rencontré de la part de certains clercs un tel engagement. C'est vrai. Bruno. Oui, je ne sais pas. J'espère que les autorités religieuses catholiques, mais aussi des autres cultes, vont prendre position très rapidement. Alors la ville de Reims a été durement éprouvée, puisque effectivement, c'est le CHU de Reims où se passe cette douloureuse mise à mort. C'est à Reims où il y a eu des événements samedi dernier de caillassage de la ville. C'est également à Reims qui a connu au début du XXe siècle, à la guerre de 14, l'incendie de la cathédrale de Reims. Il faut espérer un retour de Jeanne d'Arc à Reims. Sans doute. Oui. Pierre Hillard. Alors Vincent Lambert, en fait, c'est malheureusement la conséquence d'un long travail de Sabre qui consiste à détruire la famille, à détruire la jeune vie, au moment de la grossesse de la mère, et à promouvoir tout ce qui est LGBT, etc. Donc, nous assistons finalement à des projets anciens. En fait, quand vous parliez, je pensais au livre de Francis Bacon, sorti en 1627, La Nouvelle Atlantide. Et dans ce livre, qui évoque déjà l'État mondial, l'euromondialisme, avec une monnaie mondiale, d'ailleurs, dans mon livre Archives mondialistes, je présente la page de The Economist de 1988, appelant à une monnaie mondiale.
à l'horizon 2018. Alors, ils ne disent pas, en fait, 2018, mais à l'horizon. Et c'est, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est un projet ancien, et dans le livre de Francis Bacon de 1627, vous avez cette volonté déjà d'améliorer la race humaine, avec l'idée de transhumanisme. Et évidemment, les êtres faibles, handicapés mentaux, physiques, toute personne présentant des caractéristiques, entre guillemets, financièrement nuisibles, eh bien, doivent dégager. C'est le transhumanisme et les handicapés. Et Vincent Lambert n'est que, finalement, la mise en pratique de projets anciens. C'est le reproche que je fais actuellement aux personnes qui défendent la vie. La plupart du temps, ces personnes n'ont pas compris que ces mots sont anciens. L'idée d'une gouvernance mondiale, vous l'avez dans le fameux livre d'un moine français. Vous savez, ces religieux dévoyés à Vatican II, là on est gâtés, mais ce moine français de 1623, qui s'appelait Émeric Crusset, qui a appelé à une gouvernance mondiale avec la liberté du commerce où l'étranger doit être aussi bien chez lui peu importe l'endroit de la planète, avec la mise en place d'une monnaie mondiale et le choix d'une capitale mondiale, Venise, la Sérénissime. Il est vrai aussi, c'est là où on a inventé le mot ghetto. Mais enfin bref, tout ça pour vous montrer que ces mots sont anciens. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas compris, déjà la République de Platon, vous avez une idée. Bon, quand vous avez le livre de Utopia de Thomas More, 1516, il y a un demi-millénaire, eh bien vous avez dans Thomas More un monde unifié, une humanité indifférenciée et, précision de Thomas More, une population qui doit déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner. Vous trouvez pas ça moderne? Ça ne l'a pas empêché d'être canonisé. Ah oui, bah attention, mais pour d'autres raisons. Oui, mais attention, non, mais attention, une précision. Mais je suis d'accord avec vous. Non, mais attendez, Thomas More, il s'est rétracté, il s'est récupéré. Évidemment, le fait de se convertir à la foi catholique fait que il a rejeté son livre Utopia. Mais avant sa conversion, il a malheureusement, c'est là, il était infecté par des idées de la gnose et tout ce qui va avec. Et pourtant, elle tourne. Oui, disait Galilée. Oui, mais je me retourne à nouveau vers Bruno Gollnisch parce que quand même, la fin d'une trentaine d'années, ça vous remue un peu quand même. Oui, enfin, encore une fois, je ferai autre chose. Je n'abandonne pas mon intérêt pour la politique, ni même le combat politique. Je précise que j'inviterai prochainement, il était retenu aujourd'hui par un rendez-vous important, mais je recevrai prochainement, enfin dès qu'il le pourra, également Jean-Marie Le Pen. Alors Jean-Marie Le Pen, c'est... Que j'ai vu hier, d'ailleurs. Voilà. Et Jean-Marie Le Pen a été élu. Excuse-moi de vous interrompre, nous fêtions les 90 ans de Roger Olindre, grande figure que je dois du combat prochainement, national. Qui sera également à la fête de Radio Courtoisie. Qui a été un très jeune résistant, qui a été un héros de la guerre d'Indochine et d'Algérie, avec des exploits absolument extraordinaire, parce que avec Angel là-bas, il infiltrait les katibas du FLN. J'aime autant vous dire qu'il valait un courage extraordinaire, parce que s'il avait été reconnu, chacun sait ce qui l'attendait. Et qui a pratiqué le vivre ensemble avant qu'on nous en bassine les oreilles, puisqu'il avait fondé une troupe de scouts patriotes à Tébessa avec plusieurs centaines de jeunes gens, qui a été un militant de l'Algérie française, emprisonné pour ses convictions, un militant anticommuniste quand personne ne l'était, le président de l'association de soutien au Sud-Vietnam, quand toute la jeunesse bobo européenne et américaine défilait. Qui a failli être pendu en mai 68, au début de mai 68, face à l'église Saint-Germain-des-Prés, dans ce bâtiment. À l'occasion d'une réunion, justement, en faveur du Sud-Vietnam, et qui a été grand reporter à Paris Match et au Figaro, qui a été député avec nous, et mon cher Michel, nous avions beaucoup de plaisir à l'entendre, parce que c'est un orateur assez remarquable, auquel nous avons remis. Mais j'avoue que je ne me souvenais plus, voilà, c'est l'âge sans doute, je perds la mémoire des noms, peut-être vous en souvenez-vous, quel était le député communiste avec lequel il avait des empoignades homériques? Bon, vous non plus, oui, je me souviens qui plus. était une grande figure du groupe communiste. Bon, ça nous reviendra. J'ai oublié. Il faut ajouter que Roger Olindre est également lauréat, voici 3 ans, du prix Renaissance. Oui, c'était une cérémonie très émouvante. Qui lui a été remis par le père Argouarch. Très émouvante. C'était une cérémonie tout à fait émouvante. Eh bien, je me réjouis d'ailleurs qu'il y ait eu des gens plus jeunes, évidemment, parce que pas seulement moi-même, parce que bientôt septuagénaire, je fais figure
d'adolescents au milieu de ces nonagénaires. Il y avait des gens beaucoup plus jeunes que nous. Absolument. Et je crois c'est très important que la relève soit assurée. Et je dois dire, puisque j'assiste évidemment et j'apporte ma contribution très modeste dans la mesure du possible à la campagne européenne actuelle, que quand je vois les aptitudes du jeune Jordan Bardella, je trouve que j'étais un peu surpris qu'on veuille investir comme tête de liste un garçon qui est certes très prometteur, mais qui n'avait pas d'expérience de ces questions européennes. Eh ben, je trouve qu'il s'y est mis de façon extrêmement performante, et notamment dans le fameux débat qu'il a eu avec Madame Loiseau, ancienne ministre des Affaires européennes, que je n'avais jamais rencontrée, moi, mais enfin bon, contrairement à ses prédécesseurs qui au moins faisaient l'effort de réunir de temps en temps les députés français au Parlement européen. Fermons la parenthèse. Dans ce débat qu'il a eu avec Madame Loiseau, je trouve que il ne lui a cédé en rien, y compris sur les questions d'ordre technique, si j'ose dire. Bien sûr. Mais ceci pour dire également que je compte bien inviter Jean-Marie Le Pen, dont la première élection remonte à 1958, c'est-à-dire il y a 61 ans. Et nous avons le souvenir, mon cher Bruno, d'avoir fêté ensemble en 86 le jubilé parlementaire de notre camarade Édouard Frédéric Dupont, qui avait été élu pour la première fois en 1936. En 1934, déjà, il avait été blessé lors des événements du 6 février, mais il était conseiller municipal de Paris. Et en 1936, il était député. Et nous avions fêté en 1986 une longévité politique exceptionnelle, c'est sûr. J'étais très lié, puisque moi-même, comme Frédéric Dupont, nous étions au Centre national des indépendants, avoir choisi d'appartenir au groupe du Front National Rassemblement National, qui s'appelait Front National Rassemblement National, à l'initiative de Jean-Marie Le Pen. Et Frédéric Dupont, été membre du Cercle Renaissance, bien sûr, était une grande figure qui a toujours violemment protesté et avec efficacité contre des tas de turpitudes aussi bien internationalistes que des turpitudes dont se plaignent actuellement les Gilets jaunes, par exemple. C'est-à-dire en particulier le cordon des concierges, que sais-je encore, enfin ça de choses. Oui. Ça mérite d'être souligné. La gauche, ironiquement, et c'était de très mauvais goût, quand il était appelé par le président Chaban-Delmas à la tribune, Chaban-Delmas, qui avait la voix un peu nassillarde, disait la parole est à monsieur Frédéric Dupont. Et alors, il y avait... c'est Ducolonnet, ce communiste. Ça commençait par Ducon, oui. Alors, disait Dupont des Loges. C'était le surnom qu'on lui avait donné parce qu'il avait supprimé, c'est vrai, une servitude des concierges qui était le cordon par lequel, quand on rentrait de nuit dans un immeuble bourgeois, on tirait le cordon, et au bout du cordon, il y avait une sonnette dans la chambre de la concierge qui la réveillait et elle venait ouvrir. Voilà. Bon, d'ailleurs, pour apporter une information peut-être inédite, dans le dernier temps de son existence, Frédéric Dupont avait acheté un chien pour le promener le soir, pour tout simplement trouver un sujet de conversation avec les différentes dames ou messieurs qui promenaient leur chien le soir. Il était extrêmement soucieux de contact permanent au niveau le plus ras de terre. C'était un grand bonhomme. Il avait une grande longévité politique, et Le Pen disait plaisamment Frédéric, il mourra à l'Assemblée. Et après, il ira au Sénat. Exactement. Mais ce n'était pas uniquement Jean-Marie Le Pen qui disait ça, c'était effectivement une phrase célèbre. Alors, ma chère Ségolène, vous avez quelques messages encore. Un auditeur. Il a été diffusé le renseignement suivant: plainte ou dénonciation de crime d'État. Concept de crime d'État peut-il être efficace pour faire obstacle à ce crime? Une auditrice: que fait M. Macron pour empêcher ce crime? Et alors je prends le relais de Ségolène pour dire deux autres messages. Les parents saisissent M. Macron. Mais... Alors d'autres messages également à ce sujet. N'est-on pas en train de recommencer ce qu'a fait en son temps M. Mengele? Voilà, donc c'est effectivement la mise à mort, le docteur Mengele, de sinistre mémoire qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et puis, à sujet de Vincent Lambert, une auditrice: comme le processus a commencé, la maman de Vincent Lambert a-t-elle encore le droit de le voir?
Voilà. Non, mais il faut être clair avec nos auditeurs. Nous ne sommes pas du tout des spécialistes de la question. Nous ne sommes pas. Nous suivons cela. Nous savons ce qu'en dit la radio. Nous avons exprimé notre sympathie, notre soutien. Mais comme tout le monde, nous subissons ces événements dramatiques. Et nous n'avons malheureusement pas plus de possibilités d'agir. Mon cher Bruno. Alors, un auditeur, merveilleuse émission, rectification. La première élection de Jean-Marie Le Pen était le 2 janvier 56, mouvement. Oui, c'est ça, oui, mais non pas 58. Aussi. Oui. Donc, effectivement, ça fait 63 ans. Oui. Il y a 63 ans qu'il a été élu pour la première fois à l'âge de 27 ans. Il a été réélu en 58. Oui, absolument. Voilà, donc, quelques souvenirs encore, mon cher... Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message au terme de cette prolifique vie parlementaire, Parlement national, puis Parlement européen, mon cher Bruno? Prolifique, est-ce que c'est le mot qui convient, certes par le nombre de mes interventions, plusieurs centaines rien qu'au cours de la mandature écoulée, ou par le nombre de votes hallucinants? Ouais. Il faut avoir vu ce que sont les votes au Parlement européen durant des séances qui durent 2 heures, et les débats ayant eu lieu, les gens lèvent le bras, appuient sur des boutons, etc. Il y a... on vote plus de choses en 4 jours à Strasbourg chaque mois qu'on en vote en 6 mois au Parlement français. Il faut le savoir. Et malheureusement, ces directives s'imposent ensuite au droit français, de sorte que l'activité de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont on fait grand cas dans les médias, beaucoup plus que de ce qui se passe au Parlement européen, mais cette activité de notre Parlement national, elle consiste pour 60 ou 65% à traduire en droit français les directives européennes. Ouais, alors, moi je dirais, le parlementaire d'opposition, c'est en soi, c'est une des choses les plus inutiles du monde en apparence. C'est la vox clamantis in deserto, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est terriblement inutile, mais la définition de Saint Jean-Baptiste qui a fini décapité à la demande de Salomé, mais que les chrétiens orientaux appellent très justement le précurseur. Voilà. Et alors, Salomé devait être mondialiste. Moi, je vois cela un peu, je vois cette fonction c'est un peu prétentieux, je ne m'identifie pas à Saint Jean-Baptiste, mais le député d'opposition, voix qui crie dans le désert, c'est celui qui alerte, qui dit on va dans le mur, si vous continuez comme cela, ça va à la catastrophe. Voilà ce qu'il faut faire, parce qu'il y a tout un aspect de proposition que nous avons toujours maintenu, et nous avons toujours voté conformément à l'intérêt général. 25 000 votes au cours rien que de la mandature écoulée de 5 ans, n'est-ce pas, 2014-2019, et nous n'avons pas à rougir d'un seul de ces votes. Et n'en déplaise à M. Macron, parce que M. Macron a dit, mais est-ce que j'ai le temps de rectifier ce qu'a dit le président de la République dans le combat partisan où il s'est engagé? Il a dit, mais les votes du Rassemblement national, c'est une catastrophe pour la France, ils ont voté contre les propositions de la France. Alors d'abord, je voudrais dire, c'est tout à fait faux. C'est même mensonger, on peut l'ignorer. Premièrement, il n'y a pas de proposition de la France au Parlement européen. On ne discute pas sur les propositions de la France. On discute sur les propositions de la Commission. Car c'est la Commission qui a le monopole de l'initiative. Bon. Le monopole de l'initiative, c'est la Commission. Bien sûr, ça passe par le Conseil, où les gouvernements sont représentés, mais c'est la Commission. Or, il y a un commissaire français, M. Moscovici. Mais ce commissaire, comme tous ses collègues, il a prêté serment de ne pas représenter les intérêts de son pays. C'est extrêmement important. Par conséquent, par définition, si j'ose dire, les propositions de la Commission, elles peuvent être conformes aux intérêts de la France, elles peuvent leur être divergentes. Deuxièmement, si M. Macron veut dire par là que nous avons voté contre un certain nombre de textes que son gouvernement aurait voulu voir aboutir, c'est exact. Nous sommes dans l'opposition. Par exemple, on nous fait reproche d'avoir voté contre le PNR, c'est-à-dire la collecte de l'ensemble des données des passagers du transport aérien
y compris par exemple votre carte bancaire, si vous avez acheté un billet, etc. Pour ensuite c'est une atteinte à la souveraineté. Envoyer tout cela aux États-Unis d'Amérique, dont on sait l'usage qu'ils en font. Nous avons considéré que les terroristes, et tout ça sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, les terroristes voyagent rarement sur leur véritable identité. Et quand on regarde les attentats terroristes, d'ailleurs, en France, aucun n'est arrivé par avion. Jusqu'à présent. Parce que nous avons considéré, à mon avis très justement, que ce texte était à la fois inutile quant au but qu'il mettait en avant et attentatoire à nos libertés. Nous n'avons pas été les seuls. D'autres groupes ont voté de la même façon. En revanche, par exemple, sur une directive pourtant controversée, et il y avait du pour et du contre, comme le droit d'auteur, nous avons voté avec des réserves, mais nous avons voté pour la protection du droit d'auteur des artistes, des écrivains, etc., des journalistes. Nous avons voté pour, comme le souhaitait le gouvernement français. Il est donc tout à fait inexact, je pourrais multiplier les exemples, mais ce serait beaucoup trop long, de dire comme M. Macron, de suggérer que nous étions systématiquement contre ce que proposait la France, encore une fois, qui n'arrive jamais sous cette forme au Parlement européen. Nous allons écouter les auditeurs de Radio Courtoisie, Ségolène. Un auditeur. Il faudrait que tous les catholiques ne votent plus pour Macron. D'une autre auditrice, pas une seule voix pour Macron. Un auditeur. À quel titre le CHU de Reims se considère propriétaire de Vincent Lambert? En vertu de quelle réglementation? Ça, c'est très juste. Au moins, s'ils ne veulent pas le soigner, qu'ils laissent les parents de ce malheureux s'occuper de leur fils ou le placer dans un autre établissement. Un auditeur. Les personnels de soins de ce service ont-ils une conscience? Ne parlons pas du médecin, sa docilité à la direction de l'hôpital lui en tient peut-être lieu. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est de plus en plus exact. Un auditeur. Bonjour, respect envers Bruno Gollnisch, homme éminemment estimable, seul rescapé pour moi du FN, saint des origines. Il y en a d'autres, je rassure quand même notre auditeur. Alors il y a quand même un message, il y a de nombreux messages, nous ne pourrons pas malheureusement tous les lire, mais un message aussi, mais je voudrais quand même, parce qu'il nous reste 3 minutes, mon cher Bruno, et nous avons commencé avec Pierre Hillard, nous avons terminé avec Bruno Gollnisch, un message quand même d'espérance. Il faut toujours finir par l'espérance, c'est-à-dire la qualité des discours de Jean-Marie Le Pen qui partait toujours dans une dimension, parfois même à dimension spirituelle. Cet auditeur dit « Le combat ne fait que commencer, d'autres forces vont intervenir et il survivra. » Ah, c'est ce que je crois absolument. Et c'est déjà un grand progrès que nous ayons réussi à maintenir ce groupe avec 7 ou 8 nationalités pendant toute une mandature et avec une coopération extrêmement fructueuse. Et je pense que ce groupe qui était quand même peu nombreux, quand même une quarantaine de parlementaires, ça n'est pas mal du tout, mais va revenir beaucoup plus important et beaucoup plus puissant dans la prochaine mandature, et que d'autres collaborations fructueuses vont se nouer parce que en Europe, même hors d'Europe, mais là c'est l'Europe qui nous intéresse, en Europe se lèvent un peu partout des mouvements qui s'inspirent peu ou prou des mêmes réactions, des mêmes, si ce n'est même des mêmes doctrines que les nôtres. Et ça, c'est extrêmement prometteur. Récemment encore, en République tchèque, en Slovaquie, aujourd'hui, je crois que Nicolas Bay est en Croatie, le mouvement Vox en Espagne est prometteur, en Allemagne, l'AfD, et beaucoup d'autres, j'espère. Mais je crois également que cette phrase de notre auditeur concernait également Vincent Lambert, parce que la nature ne ment pas. Et il est certain que si le processus a commencé et s'il y a un drame qui se produit, est-ce qu'il n'y aura pas une réaction extrêmement vive dans les temps qui vont venir sur le fait, tout simplement, qu'on ne peut pas admettre que ça va peut-être susciter une prise de conscience. Voilà. Alors, dernier message, la mère de Vincent Lambert a dit que son fils a pleuré hier, juste avant qu'elle ne le quitte. Voilà. Eh bien, mon cher Bruno, un dernier mot, parce que nous n'avons plus qu'une seule minute. Espérance, prière. Oui. Et espérance, parce que nous ne sommes pas condamnés à rester minoritaires. Voilà. La roue tourne. La roue tourne, le balancier revient dans beaucoup de domaines
dans le bon sens, pas partout bien sûr, et c'est à nous qu'il importe en quelque sorte de l'actionner avec les générations qui vont nous suivre. Eh bien, merci Pierre Hilard, merci Bruno Gollnisch, merci Jean Larmande. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci.